L'annonce de l'appartement était encore ouverte sur mon ordinateur portable lorsque ma mère a appelé. J'avais 2 autres onglets derrière elle, un appartement d'une chambre près de 11 miles et un autre endroit plus au sud qui était sur le marché depuis quelques semaines, mais j'ai fermé l'écran à moitié et j'ai décroché comme je le faisais la plupart des dimanches. Elle a commencé par mon père. Grégory avait passé la meilleure partie de sa matinée à chercher un tournevis cruciforme dans le garage, ouvrant chaque tiroir de l'établi, vérifiant l'étagère au-dessus de la porte, même la boîte à gants de son camion. Avant de le trouver sur le panneau perforé à 6 pouces de l'endroit où elle lui avait dit de chercher. Elle a raconté l'histoire comme elle le faisait toujours, avec les détails arrangés de manière à ce que l'on comprenne qu'elle avait eu raison depuis le début et qu'elle ne faisait que patienter maintenant. J'ai emporté le téléphone dans la cuisine et j'ai ouvert le réfrigérateur. Les choses que j'avais achetées au marché fermier de Royal Oak la veille étaient encore alignées sur 2 étagères. J'ai sorti les choux de Bruxelles et ouvert le congélateur pour un sac de raviolis au fromage. Le dimanche soir, je voulais quelque chose qui ne me demandait pas grand-chose. J'ai rempli une casserole, je l'ai mise sur la cuisinière et j'ai mis le feu au maximum. J'ai coupé les choux en 2, je les ai étalés sur une plaque de cuisson avec de l'huile d'olive et du sel, et je les ai glissés dans le four. Puis j'ai cherché dans le réfrigérateur le pot de sauce marinara que j'avais ouvert plus tôt dans la semaine. Ma mère était passée aux enfants de Grant. Théo, le garçon de 3 ans, était dans une phase où il demandait pourquoi à propos de presque tout. Pourquoi le bain devient-il froid? Pourquoi la lune est-elle visible pendant la journée? Pourquoi le chien ne peut-il pas manger à table? Lucie, la fillette de 2 ans, avait pris l'habitude d'enlever ses chaussettes et de les laisser tomber à des endroits aléatoires dans la maison, ce qui signifiait que Dana passait une partie de chaque soirée à retracer le chemin du bébé dans des pièces qu'elle avait déjà nettoyées. Dehors, par la fenêtre de ma cuisine, les enseignes des magasins et les phares le long de la rue étaient déjà allumés, bien qu'il ne soit pas tard. Novembre faisait cela au Michigan, il prenait la lumière du jour tôt et sans grand avertissement. Le chauffage de l'appartement s'est remis en marche avec son faible bourdonnement mécanique. J'ai mis une plus petite casserole sur le feu et j'y ai versé de la sauce marinara. Ma mère a dit que Grant et Dana avaient des problèmes avec la rénovation de la cuisine. J'étais au courant de la rénovation. Ils l'avaient planifiée depuis plus d'1 an, mis de l'argent de côté, commandé les armoires. Le budget prévoyait une marge de manœuvre. Mais après la démolition, l'entrepreneur a ouvert une section et a trouvé des câblages électriques qui devaient être mis aux normes et de vieilles plomberies galvanisées qui ne pouvaient pas rester derrière de nouvelles cloisons sèches. Grant et Dana pouvaient couvrir les travaux exigés par le code. Ce qu'ils ne pouvaient plus couvrir, c'était tout le reste, le comptoir qu'ils avaient choisi, l'ensemble d'éclairage, la quincaillerie des armoires, quelques améliorations d'appareils électroménagers et les petites choses cosmétiques qui n'avaient pas encore été commandées. J'ai jeté les raviolis dans l'eau bouillante et lui ai dit que si le problème ne concernait que l'électricité et la plomberie, ils devraient réduire la portée de tout le reste et finir avec ce qu'ils avaient. Ma mère a dit qu'ils pouvaient le faire, mais que les armoires étaient déjà commandées, que la cuisine était éventrée jusqu'au montant et que 2 jeunes enfants vivaient au milieu d'une zone de construction. Elle l'a dit de la manière dont elle disait la plupart des choses quand elle voulait vous faire sentir tout le poids de la situation de quelqu'un d'autre avant que vous ayez fini votre propre phrase. J'ai demandé combien il leur manquait pour conserver le plan original plus ou moins intact. Environ $18 000, a-t-elle dit. J'ai arrêté de remuer. Je lui ai dit que c'était une somme importante, que $18 000 n'était pas quelque chose que l'on déplaçait sans réfléchir sérieusement à sa provenance. J'ai cherché le cidre de pomme dans le réfrigérateur. Ma mère est restée silencieuse pendant environ 3 secondes. Puis elle a demandé si je pouvais prêter l'argent à Grant. Ma main était déjà sur la bouteille. Je l'ai reposée sur l'étagère et j'ai fermé la porte du réfrigérateur. Je lui ai dit que je ne pouvais pas faire ça. Cet argent était sur mon compte pour une raison, et la raison n'avait pas changé. Elle a demandé si je voulais y réfléchir pendant la nuit. J'ai dit que j'économisais pour un appartement depuis des années et qu'elle le savait. Je n'étais pas en position de déplacer ce genre de somme ailleurs et d'être encore là où je devais être quand le bon endroit se présenterait. Elle a dit que je n'en avais pas encore acheté, que je n'avais pas de date de clôture. L'argent était sur un compte à ne rien faire en attendant. J'ai dit que ce n'était pas parce que je ne l'avais pas encore dépensé qu'il ne faisait rien. C'était tout l'intérêt d'épargner. On le met de côté. On n'y touche pas. Et quand la bonne chose se présente, il est là. Elle a dit qu'elle comprenait cela, mais que Grant avait besoin d'aide maintenant, pas en théorie.
J'ai demandé pourquoi elle et mon père ne le lui prêtaient pas, si c'était le moment qui comptait. Elle a dit qu'il n'avait pas 18 000 $ en espèces disponibles. C'était moi qui avais des économies. Je lui ai dit qu'avoir des économies ne faisait pas de moi le compte de secours de la famille. J'avais mis de l'argent de côté avec un salaire d'acheteur à 3 pendant des années, non pas parce que c'était facile, mais parce que j'avais été prudent. Et je n'allais pas défaire cela pour une rénovation de cuisine, même celle de Grant. Elle n'a pas insisté davantage. Elle m'a dit de ne pas prendre de décision alors que j'étais irrité qu'on me le demande et d'y dormir. Sa voix avait cette fermeté particulière qu'elle utilisait quand elle voulait que vous sachiez quelle était la personne raisonnable, même si vous ne l'étiez pas. Puis l'appel est revenu à son cours habituel. Elle a demandé à quelle heure mon vol arrivait le mardi avant Thanksgiving. Grégory descendrait à Sawyer pour me chercher. Comme à chaque fois. Avant de raccrocher, elle a demandé ce que je mangeais pour le dîner. Des raviolis au fromage congelé et des choux de Bruxelles rôtis, lui ai-je dit. C'est meilleur que ça en a l'air. Au moins, ce ne sont pas des céréales, a-t-elle dit. Nous nous sommes dit que nous nous aimions, et l'appel s'est terminé. Je suis retourné à la cuisinière. Les raviolis avaient flotté à la surface de l'eau et se heurtaient doucement les uns aux autres. Je les ai sortis avec une écumoire, j'ai versé la sauce marinara par-dessus, j'ai sorti la plaque de choux du four et j'ai tout apporté à la petite table près de la fenêtre du salon. Il faisait maintenant complètement nuit dehors. Mon reflet se dessinait faiblement dans la vitre. Une femme dînant seule à une table avec un ordinateur portable ouvert à côté de son assiette. L'annonce de l'appartement était toujours à l'écran. Pendant des années, chaque fois qu'un projet familial nécessitait que quelqu'un soit un peu plus flexible, c'était généralement moi qui m'adaptais. Un vol qui devait être changé, je changeais le mien. Un cadeau de groupe auquel il manquait 40 $ ou 60 $, je couvrais la différence et n'en reparlais jamais. Je vivais seul, je n'avais pas d'enfants et j'avais généralement moins de choses à réorganiser que Grant, qui avait une femme, 2 enfants et une maison qui avait besoin de réparation. Ces ajustements étaient suffisamment petits pour que le coût de la dispute à leur sujet soit généralement plus élevé que le coût de s'en occuper simplement. 18 000 $ n'était pas ce genre d'ajustement. Peu de temps après, Grégory a appelé. Mon père a dit qu'il n'appelait pas pour me dire que je devais donner 18 000 $ à Grant. Il espérait juste que nous pourrions trouver un moyen d'éviter que la question de l'argent ne soit au centre de la table à l'arrivée de Thanksgiving. Je lui ai dit que je ne le voulais pas non plus, mais que je n'étais pas sûr de ce qu'il attendait de moi. Grant avait besoin d'une somme que je n'avais pas à donner, et j'avais déjà dit ça à maman. Il a dit qu'il ne savait pas quelle était la bonne réponse. Il ne voulait simplement pas que tout le monde aborde les vacances en ayant déjà quelque chose contre les autres. Je lui ai dit que je n'avais rien contre personne. Je ne pouvais simplement pas faire un chèque de 18 000 $ et prétendre que cela ne venait pas de quelque part. Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit qu'il comprenait. Après avoir raccroché, je suis resté assis à table pendant un moment. Les raviolis avaient refroidi. La sauce marinara avait épaissi sur les bords de l'assiette. Dehors, une voiture est entrée dans le parking derrière l'immeuble, ses phares balayant le plafond en un lanterne de cercle, avant de s'éteindre. J'ai pris ma fourchette et j'ai mangé. 2 jours plus tard, ma mère a de nouveau appelé. Elle a dit que Grant était sur le point de finaliser un budget révisé avec l'entrepreneur et qu'il avait besoin de savoir bientôt quels éléments il gardait et lesquels il supprimait. Le même après-midi, Grant m'a envoyé un texto. Son message disait que l'entrepreneur avait besoin de la liste finale pour pouvoir confirmer les commandes de matériaux restants et bloquer le calendrier. Il m'a demandé si je pouvais lui prêter un peu pour l'aider à combler l'écart. Il n'a pas dit 18 000 $. Il a juste dit un peu. J'ai lu le message plusieurs fois. Cela m'a rappelé quelque chose d'il y a quelques années. Grant avait eu une facture de réparation de voiture en même temps que quelques autres dépenses, et le moment était si mal choisi qu'il m'avait demandé si je pouvais l'aider. Je lui ai envoyé 900 $. Il me les a remboursés en 3 ou 4 virements au cours des 2 mois suivants, et après le dernier, aucun de nous n'en a reparlé. J'ai ouvert mon application bancaire et je suis resté assis avec pendant un moment. Puis j'ai envoyé 4 000 $ à Grant. Dans le message, je lui ai dit que c'était tout ce que j'allais lui prêter, pas un premier versement. Le montant total. Il m'a remercié et a dit qu'il me rembourserait une fois que la rénovation aurait dépassé la période la plus coûteuse. Je n'ai pas demandé de date précise.
J'ai dit à ma mère que j'avais envoyé 4 000 $ à Grant et que je n'en enverrais pas plus. Elle a dit qu'elle était contente que j'ai décidé d'aider et que c'était mieux que rien, mais que ça aurait été mieux si j'avais pu donner le montant total. Elle a tout dit d'un seul souffle, de la manière dont on le fait quand on veut reconnaître quelque chose et le corriger en même temps. Le mercredi suivant, une nouvelle annonce est apparue dans ma recherche enregistrée. Un appartement d'une chambre près du centre-ville de Royal Oak, affiché à 312 000 $. Je l'ai ouvert ce soir-là sur mon ordinateur portable. C'était une unité de coin au bout du couloir. Laveuse et sécheuse dans l'unité. Une place de parking assignée dans le garage de l'immeuble. Les frais mensuels de l'association des propriétaires se situaient dans la fourchette que j'utilisais dans mes calculs depuis 1 an. Les photos de l'annonce ne le rendaient pas spécial. Mur beige. Équipement standard. Une cuisine qui n'avait clairement pas été touchée depuis un moment, mais l'agencement était différent des autres endroits que j'avais surveillés. J'ai programmé une visite pour le samedi matin. Quand l'agent a déverrouillé une porte et que je suis entré, la première chose que j'ai remarqué, c'est à quel point c'était silencieux. L'unité se trouvait loin de l'ascenseur. Et une fois la porte fermée derrière nous, le bruit du couloir a presque entièrement disparu. Le salon avait de hauts plafonds et de hautes fenêtres qui donnaient sur les toits, quelques parkings et les arrières des bâtiments le long des rues du centre-ville. La vue n'était pas quelque chose que l'on mettrait sur une photo d'annonce. Mais la pièce recevait beaucoup de lumière, même par un matin gris de novembre, et la lumière venait de 2 directions en raison de la position en coin. Une colonne de béton carré se dressait légèrement décentrée dans la pièce. L'agencement n'était pas parfait à cause de cela. Mais j'ai tout de suite vu ce que je pouvais faire. Si le canapé était placé le long du mur à gauche des fenêtres, l'espace derrière la colonne était juste assez large pour un bureau et une chaise. Le bureau que j'avais maintenant était coincé dans le coin de ma chambre dans l'appartement que je louais, entre la porte du placard et le radiateur, et chaque fois que je devais ouvrir le placard, je devais d'abord pousser la chaise. J'ai marché jusqu'à l'espace derrière la colonne et je suis resté là, regardant du mur à la fenêtre, le mesurant avec mes yeux. L'agent était déjà passé à la chambre. Le temps qu'elle se rende compte que je n'étais pas derrière elle, elle a dû revenir et me trouver toujours debout au même endroit. La cuisine avait le genre de détail que l'on attend du début des années 2000. Des armoires de couleur chêne avec une teinte légèrement orangée, un comptoir en stratifié avec quelques marques d'années d'utilisation, des appareils électroménagers blancs de base qui étaient propres mais pas neufs. La salle de bain était similaire. Fonctionnelle, rien de rénové. Rien de cassé. Les sols partout étaient un bois d'ingénierie sombre dont quelqu'un avait pris soin. Il y avait une fenêtre étroite à côté de l'évier de la cuisine qui donnait sur une ruelle de service et les toits plats des bâtiments derrière. Je suis resté à l'évier un instant et j'ai imaginé les samedis matins, revenant du marché avec des sacs de pommes, d'œufs et de tout ce qui était bon cette semaine-là, les posant sur ce comptoir au lieu d'essayer de les faire tenir dans la petite cuisine en couloir de mon appartement actuel. La chambre n'était pas grande, mais elle avait un dressing avec une réelle profondeur. Pas de balcon. Pas de vue particulière. Mais il n'y avait rien dans toute l'unité que j'ai regardé en pensant que j'aurais besoin de réparer avant d'emménager. Avant de partir, je suis retourné dans le salon une dernière fois. La colonne de béton était toujours là, simple et légèrement maladroite, divisant la pièce d'une manière que l'architecte n'avait probablement pas voulu. L'espace derrière elle était toujours juste parfait pour un bureau. Je voulais acheter cet endroit. Après la visite, mon agent m'a dit que l'agent inscripteur avait mentionné d'autres acheteurs intéressés. Le vendeur n'avait pas fixé de date limite officielle pour les offres, mais l'unité était bien évaluée pour le quartier et n'était sur le marché que depuis mercredi. Elle a dit que nous ne devrions pas supposer qu'elle serait encore disponible après Thanksgiving. Si je voulais bouger, elle pourrait avoir une offre prête à signer pour moi ce soir-là. Je lui ai dit que j'avais besoin de réfléchir. À la maison, j'ai ouvert la feuille de calcul de mon prêteur. J'avais une préapprobation et je connaissais la structure de financement que je visais. Pour un prix d'achat d'environ 312 000 $, avec un acompte de 15%, le total dont j'aurais besoin à la clôture était d'environ 58 500 $, en supposant que les chiffres ne changent pas beaucoup à partir de là. Avant de prêter l'argent à Grant, j'avais environ 64 000 $ d'économie. Après les 4 000 $, j'avais environ 60 000 $. Si j'achetais cet appartement, presque tout ce que j'avais économisé au cours des dernières années irait dans la transaction. Sur les chiffres que j'avais aujourd'hui, j'engagerais presque chaque dollar de mes économies liquides dans l'achat.
Une dépense de déménagement, une réparation de voiture, une facture inattendue, n'importe laquelle de ces choses finirait probablement sur une carte de crédit pendant un certain temps. Mais les calculs fonctionnaient, je pouvais toujours acheter. Si j'envoyais 14 000 $ de plus à Grant, je n'aurais plus que 46 000 $, et je n'aurais pas assez pour conclure cette affaire selon le plan de financement que j'avais en place. Le samedi soir, mon agent m'a envoyé un texto pour me demander si je voulais commencer les formalités. J'ai regardé le message que j'avais envoyé à ma mère quelques jours plus tôt. 4 000 $ c'est tout. J'ai dit à l'agent que j'avais besoin d'un peu plus de temps. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que j'attendais que ma mère appelle le dimanche comme elle le faisait toujours. Je n'avais pas besoin de sa permission pour acheter un appartement, je le savais. Mais le savoir et se sentir en paix avec cela n'était pas la même chose. Pendant la majeure partie de ma vie d'adulte, la maison avait toujours signifié market à Thanksgiving et à Noël. Les appels du dimanche avec ma mère, mon père descendant à Sawyer pour me chercher chaque fois que je prenais l'avion pour rentrer. Ce que je voulais du dimanche, ce n'était pas une permission. Je voulais entendre que ma mère pouvait accepter là où je m'étais arrêté. Si elle appelait et parlait des choses habituelles, le temps, les enfants, quelque chose que Grégory avait ou n'avait pas réparé, et ne mentionnait jamais la cuisine de Grant, alors je saurais que les 4 000 $ avaient été suffisants. La demande s'était terminée là où j'avais dit qu'elle se terminerait. Alors je pourrais appeler mon agent et dire oui sans avoir l'impression de mettre presque tout ce que j'avais dans une maison pour moi-même alors que ma famille espérait encore que je donne plus. Le dimanche matin, j'ai nettoyé l'appartement. J'ai essuyé le comptoir de la cuisine, balayé le sol, organisé un tiroir que je devais ranger depuis des semaines. J'ai gardé le téléphone sur le comptoir où je pouvais le voir. À midi, ma mère n'avait pas appelé. Ce n'était pas inhabituel, elle appelait généralement l'après-midi, parfois pas avant le début de soirée. Mais j'étais conscient du téléphone d'une manière que je ne l'étais pas normalement. Je passais devant le comptoir et je jetais un coup d'œil à l'écran. Je le prenais, vérifiais s'il y avait un appel manqué, le reposais. J'ai préparé un sandwich pour le déjeuner et je l'ai mangé debout au comptoir, regardant le téléphone de la manière dont on regarde une porte dont on n'est pas sûr que quelqu'un va la franchir. La page de l'annonce de l'agent était toujours ouverte sur mon ordinateur portable. Je l'ai fermée, puis je l'ai rouverte 20 minutes plus tard. L'appartement était toujours affiché comme actif. Quelqu'un d'autre pourrait être en train de programmer une visite en ce moment même, pourrait être en train de traverser ce salon, de se tenir dans l'espace derrière la colonne, de voir la même chose que moi. Je voulais appeler ma mère. Je voulais qu'elle décroche et qu'elle parle de rien, du nouveau mot de Théo. De tout ce que Grégory faisait dans le garage, et qu'elle ne mentionne jamais du tout la cuisine de Grant. Si elle pouvait faire ça. Si elle pouvait laisser les 4 000 $ être la fin de l'histoire. Alors je pourrais rappeler mon agent et dire oui. Mais si je l'appelais et qu'elle en reparlait, j'aurais aussi ma réponse, et ce n'était pas celle que je voulais. J'ai ouvert son contact. J'ai regardé son nom sur l'écran pendant un moment. Je l'ai fermé. En milieu d'après-midi, j'ai essayé de lire. J'ai lu 2 pages de quelque chose et j'ai réalisé que je n'avais pas absorbé une seule phrase. Mon estomac était noué depuis le matin. Le genre de tension qui n'est pas de la faim mais qui se situe au même endroit. J'ai posé le livre et je suis allé à la fenêtre. La rue en bas était calme, comme Royal Oak le devient les dimanches après-midi de novembre quand le temps garde les gens à l'intérieur. L'agent a de nouveau envoyé un texto vers 16 heures. Les documents pourraient être prêts dès que je le serai. J'ai posé mon téléphone face contre le comptoir de la cuisine et je me suis dit que je déciderais d'ici le soir. Le soir est venu. Je n'ai pas décidé. L'appartement est devenu sombre et j'ai allumé la lampe près du canapé et je suis resté assis là, sans lire, sans rien regarder, juste assis avec le téléphone sur le comptoir derrière moi où je ne pouvais pas voir l'écran. Ma mère n'a pas appelé. Le sentiment de lourdeur m'a suivi jusqu'au lit. Je suis resté allongé à refaire le même calcul que j'avais déjà fait 3 fois. 60 000 moins 58 500. La mince marge restante. Les mois qu'il faudrait pour reconstituer le moindre coussin de sécurité. Les chiffres étaient corrects. Les chiffres étaient corrects depuis samedi. Ce qui n'allait pas, c'était tout ce qui entourait les chiffres. Je me suis finalement endormi et je me suis réveillé en portant toujours ce poids. Ce matin, mon agent a envoyé un court message. Le vendeur avait reçu une offre écrite le dimanche soir et l'avait acceptée. L'appartement était sous contrat.
J'ai posé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine et je suis resté là pendant un moment. L'appartement était silencieux. La chaleur cliquetait dans le radiateur du salon. À travers la fenêtre au-dessus de l'évier, je pouvais voir l'arrière du bâtiment de l'autre côté de la ruelle. Sa brique était assombrie par la pluie de la nuit. J'ai pensé à la colonne. La colonne carrée et grise au milieu du salon et l'espace derrière elle où un bureau aurait pu tenir sans rien encombrer. J'ai pensé à la fenêtre étroite près de l'évier de la cuisine et à la lumière qui entrait des deux côtés. J'ai pensé à me tenir dans cette pièce et à savoir, avant même que l'agent n'ouvre la porte de la chambre, que je pourrais vivre là. J'ai regardé ma propre cuisine. Le comptoir à peine assez large pour une planche à découper. Les armoires que je n'avais jamais pris la peine de réorganiser parce qu'elles n'étaient pas à moi. Au bout du couloir, à travers la porte ouverte de la chambre, je pouvais voir le coin de mon bureau pressé entre le placard et le radiateur. La chaise poussée sur le côté pour laisser la porte s'ouvrir. J'ai fait du café. Je l'ai bu debout au comptoir. Puis je me suis préparé pour le travail. Ce soir-là, j'ai fait ma valise pour Marquette. J'ai mis de côté un col roulé crème, un jean foncé et une paire de bottines marron pour mercredi. Puis j'ai fermé la valise et je l'ai laissée près de la porte d'entrée. Je n'ai parlé de l'appartement à personne. Il n'y avait rien à dire. J'avais attendu. Et pendant que j'attendais, il avait disparu. Mon père est descendu à Saouières pour me chercher, comme il l'avait fait chaque fois que j'étais rentré par avion depuis que j'avais déménagé dans le sud de l'État. Avant de quitter Marquette, il avait vérifié les bandes de neige d'effet de lac sur les prévisions et avait ajouté du temps supplémentaire sur la M553 jusqu'à l'aéroport, comme il le faisait toujours, comme si se tromper de trajet serait un échec d'un genre qu'il n'était pas prêt à accepter. Sur le chemin du retour, il m'a demandé comment s'était passé le vol, m'a posé des questions sur le travail. Il a mentionné que ma mère avait commencé les préparatifs ce matin-là, la saumure, la sauce au canneberge, les choses qui avaient besoin d'une journée pour se tasser. Il n'a pas parlé de la rénovation. Je n'ai pas mentionné l'appartement. Quand le camion a tourné dans leur rue, la lumière du porche et la fenêtre de la cuisine étaient déjà allumées. J'ai suivi mon père par la porte du garage attenant, la même entrée que j'utilisais depuis que j'étais enfant. Juste à l'intérieur se trouvait le plateau à bottes, un plateau en plastique noir au bord peu profond, contenant une paire de ses bottes d'hiver et une paire de sabots doublés de ma mère. Des taches de sel blanche avaient séché sur le tapis en caoutchouc en dessous. L'air à l'intérieur portait l'odeur qu'il portait toujours en novembre, le chauffage fonctionnant à chaud et sec, la faible trace de ce que ma mère avait cuisiné ce jour-là, et en dessous quelque chose qui était juste la maison elle-même, la moquette dans les escaliers. Les lambris au niveau inférieur, des années du même déterge et du même savon, et la même vie vécue entre les mêmes murs. Il a posé ma valise pour enlever ses bottes, puis l'a montée par la demi-volée d'escalier jusqu'au niveau principal. La maison à paliers multiples n'avait pas beaucoup changé, bien que des choses aient été remplacées progressivement au fil des ans, un nouveau canapé ici, une lampe différente là, la télévision maintenant plus mince et montée là où était accrochée une impression encadrée du lac supérieur. Le genre de changement que l'on ne remarque plus quand on rentre assez souvent à la maison. Mais l'agencement était le même, le salon s'ouvrant sur la salle à manger, la cuisine à droite par une large ouverture, le couloir menant aux chambres droit devant. Sur la console près des escaliers, les photos d'école de Grant et moi étaient toujours alignées dans leur cadre à côté de sa photo de mariage avec Dana, et à côté de celle-ci, les photos des enfants avaient progressivement rempli l'espace restant. D'abord Théo en tant que nourrisson, puis Lucie, puis un portrait de famille du Noël précédent. Un dessin au crayon de ce qui semblait être un chien ou peut-être un cheval était maintenu sur la porte du réfrigérateur par un aimant de la quincaillerie du centre-ville. Ma mère était assise à la table de la cuisine dans un sweatshirt gris et des chaussettes épaisses, une tasse de thé près de sa main. Elle s'est levée quand je suis entré, m'a serré dans ses bras et m'a demandé si le vol s'était bien passé. Je lui ai dit que c'était comme d'habitude. Elle m'a demandé si j'avais mangé. J'ai dit que j'avais pris quelque chose à l'aéroport de Détroit. Elle a dit qu'il y avait de la soupe dans le réfrigérateur si je changeais d'avis. Je lui ai dit que ça allait. Elle m'a dit qu'elle avait mis des serviettes propres dans la salle de bain, m'a demandé si j'avais apporté des couches de vêtements assez chaudes, puis a dit que Théo avait demandé 3 fois aujourd'hui si tante Sloan était déjà là. Mon père, en suspendant son manteau près de la porte, a dit qu'il faudrait environ 10 minutes à Lucie pour s'habituer à moi, et qu'après cela, elle me suivrait probablement toute la journée. Personne n'a mentionné 18 000 $. Mon père a porté ma valise dans la chambre au bout du couloir.
C'était ma chambre quand je vivais ici, mais elle ne ressemblait plus à la mienne. Le lit simple avait disparu, remplacé par un lit double avec une couette bleu marine que ma mère avait achetée pour les invités. La vieille commode était toujours là, bien que le tiroir du haut contienne maintenant des rouleaux de papier cadeau et une pile de sacs cadeaux qu'elle gardait pour les fêtes. Quelques-uns de mes livres de poche étaient encore sur l'étagère près de la fenêtre, les dos décolorés et légèrement déformés par des années de cycle de chauffage. Ma mère avait plié une couverture supplémentaire au pied du lit. Sur la table de chevet se trouvait un chargeur de téléphone qu'il avait acheté après que j'ai oublié le mien lors d'une visite quelques années auparavant. Il ne l'avait jamais déplacé. Il m'a dit de bien dormir et à fermer la porte. Plus tard, quand je suis retourné à la cuisine pour un verre d'eau, ma mère était toujours assise à la table. Elle m'a demandé comment se passait le travail à Troyes et si j'avais regardé des appartements récemment. J'ai pensé à l'unité de coin, à la colonne dans le salon, à l'annonce qui disait maintenant sous contrat. Je lui ai dit que je cherchais toujours. Elle a hoché la tête et n'a pas insisté. Elle a dit que je devrais me coucher tôt. J'ai dormi rapidement cette nuit-là, mais pas bien. Le lendemain matin, j'ai trouvé mon père à la table de la cuisine avec une tasse de café et le journal ouvert devant lui. Un sac ouvert de Tronari Toast à la cannelle était posé à côté de la cafetière. Je me suis versé une tasse et j'en ai pris un. J'ai trempé le bout dans le café. 2 secondes, a dit mon père. Je sais. Quand j'étais petite, il comptait pour moi parce que je le laissais toujours trop longtemps. Le bout ramolli se cassait et coulait au fond de la tasse, et il me faisait le repêcher avec une cuillère avant de me donner un autre morceau. Je n'avais plus besoin qu'il compte depuis des années. Ma main sortait toujours à 2. Le sucre à la cannelle était devenu mou sur le bord, le café sombre et chaud, tandis que le reste craquait encore quand je mordais dedans. Ma mère est entrée dans la cuisine quelques minutes plus tard et a commencé à vérifier ses provisions pour la farce. Elle a pris le pot de sauge frotté et a froncé les sourcils. Il était presque vide. J'avais prévu de rencontrer des amis du lycée. Nous avions arrangé ça des semaines à l'avance, et mon père a dit qu'il me déposerait en allant à l'épicerie. Sur le trajet, il a seulement demandé à quelle heure je serais de retour ce soir-là. Je lui ai dit que je serais probablement sorti jusqu'au dîner. Il a dit de lui envoyer un texto si j'avais besoin d'un transport, puis m'a laissé au café où les autres attendaient déjà. J'ai passé la majeure partie de la journée avec eux. Nous avons commencé en fin de matinée, avons mangé ensemble, et le groupe a changé au cours de l'après-midi au fur et à mesure que les gens allaient et venaient. Au moment où j'ai pris un taxi pour rentrer à la maison, c'était après le dîner. Ma mère mettait les derniers préparatifs de Thanksgiving dans le réfrigérateur. Tôt dans l'après-midi de Thanksgiving, Grant et Dana sont arrivés avec les enfants. Théo a couru vers moi à la porte. Lucie s'est d'abord accrochée à Dana, pressant son visage contre l'épaule de sa mère, et ne m'a pas laissé approcher avant quelques minutes plus tard, quand elle a décidé que j'étais en sécurité. Dana m'a posé des questions sur mon vol et m'a remercié pour l'argent que je leur avais prêté. Elle l'a dit simplement et sans poids supplémentaire, de la manière dont on remercierait quelqu'un pour un service qui a réellement aidé. Puis les enfants m'ont tiré par terre dans le salon, et je ne me suis pas relevé pendant un moment. Théo a sorti une boîte de Duplo et m'a dit de construire une maison. J'ai empilé 2 étages, et Lucie l'a immédiatement fait tomber en riant la bouche grande ouverte. Je l'ai reconstruite. Elle l'a fait tomber à nouveau. Après la 3e fois, je me suis mise à construire des tours basses qui n'existaient que pour qu'elles les détruisent, tandis que Théo sélectionnait les briques colorées et expliquait lesquelles étaient des portes, lesquelles étaient des fenêtres, et quelle partie était l'endroit où le bébé dort. Un peu plus tard, Théo a apporté une poignée de petites voitures, et nous les avons fait rouler le long du bord de la table basse comme sur une route. Lucie a ignoré toutes les règles, poussant sa voiture tout droit au milieu de tout et riant quand je faisais semblant que la mienne était coincée. Avant le dîner, je me suis assise avec eux deux sur le canapé et j'ai lu un livre en carton que Théo connaissait presque par cœur. Il essayait sans cesse de dire le dernier mot de chaque page avant moi, et quand il me devançait, il me regardait comme s'il avait gagné quelque chose d'important. Dans la cuisine, ma mère et Dana travaillaient aux dernières étapes. Dans le garage, mon père avait demandé à Grant de regarder la souffleuse à neige, qui faisait un bruit qu'il n'aimait pas. Vers 3 heures, le rythme dans la cuisine s'est accéléré. Ma mère a ouvert le four et mon père s'est tenu à côté d'elle alors qu'ils sortaient la dinde ensemble, la chaleur montant d'un coup et transportant l'odeur de peau dorée, de beurre et de poivre noir. Ils l'ont posée sur le comptoir pour la laisser reposer.
Ma mère a commencé la sauce pendant que la farce à la sauge et la cocotte de haricots verts allaient au four pour se réchauffer. L'odeur de la sauge s'est progressivement superposée à l'odeur de dinde rôtie qui s'était déjà installée dans la maison. Dehors, la lumière tardive avait baissé. La neige était tombée par intermittence pendant la majeure partie de la journée, et la cour au-delà de la porte-fenêtre coulissante était déjà couverte. Les bords du chemin déneigé de mon père commençaient à s'adoucir à nouveau. Le ciel et la neige avaient tous deux pris cette couleur gris-bleu que les après-midi de fin novembre prennent avant la tombée de la nuit. À l'intérieur, la maison était plus chaude que d'habitude. Le four fonctionnait depuis des heures. J'ai ramassé les duplos et les petites voitures avec les enfants quand Dana a dit qu'il était temps de manger. Dans la cuisine, on finissait la purée de pommes de terre, on transférait les carottes glacées à l'érable dans un plat de service. On sortait les petits pains d'une deuxième grille du four. Grant a commencé à mettre la table. Il a disposé les verres à eau et les verres à vin, a apporté les serviettes et les couverts du tiroir de la cuisine. Dana a apporté la sauce au canneberge et les plats d'accompagnement, les disposant au centre de la table. Une fois que la dinde avait suffisamment reposé, mon père l'a découpée. Ma mère a versé la sauce dans la saucière qu'elle utilisait depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir. De la céramique blanche avec un éclat sur le bec qui faisait partie de la table depuis si longtemps que personne n'aurait pensé à la remplacer. La table s'est remplie progressivement, dinde rôtie, farce à la sauge, purée de pommes de terre Yukon Gold, sauce, cocotte de haricots verts, carottes glacées à l'érable, sauce au canneberge et petits pains. Les plats de service n'étaient pas assortis. Quelques-uns provenaient d'un service, quelques-uns étaient des pièces dépareillées ramassées au fil des ans, et au moins 2 étaient dans cette cuisine depuis avant ma naissance. Grant a sorti une bouteille de Riesling sec du château Grand Traverse du réfrigérateur, l'a ouverte au comptoir et l'a apportée à table avec une canette de soda citron-lime pour moi. Vers 4 heures, mon père a appelé tout le monde à s'asseoir. Théo s'est souvenu de ce que je lui avais promis plus tôt et a gardé la chaise à côté de la sienne, tapotant le siège des 2 mains jusqu'à ce que je m'assoie. Dana a soulevé Lucie sur le rehausseur à côté d'elle. Nous avons commencé à passer les plats. Par la fenêtre, il y avait encore une fine bande de lumière au bord du ciel. À l'intérieur, les voix des enfants coupaient la conversation des adultes, et les couverts cliquetaient contre les mêmes assiettes que ma mère sortait du placard chaque Thanksgiving depuis aussi longtemps que je pouvais me souvenir. Mon père a commencé à raconter une histoire que nous avions tous déjà entendue. Il a dit que c'était le Thanksgiving où j'avais environ 7 ans, et Grant environ 10. Ma mère avait fait un gâteau aux épices de citrouille et avait étalé une couche de crème fouettée à la vanille sur le dessus, puis l'avait mis au réfrigérateur jusqu'au dessert. Elle nous avait dit à tous les deux de ne pas y toucher. Quelque temps plus tard, mon père a ouvert le réfrigérateur pour prendre quelque chose et a trouvé un creux au centre de la crème fouettée où quelqu'un avait pris une pleine cuillerée avec le doigt et avait ensuite essayé de lisser la surface. Il nous a appelés tous les deux. Grant a dit que ce n'était pas lui. J'ai dit que ce n'était pas moi. Mon père a regardé Grant pendant un long moment, puis a montré une petite tache de crème fouettée qui se trouvait encore sur le bout de son nez. J'étais juste à côté de lui à ce moment-là, tenant une serviette en papier, parce que je m'étais assigné la tâche d'essuyer la crème qui s'était retrouvée sur le bord du moule à gâteau. Grant, à l'époque, a soutenu que la crème fouettée sur son nez aurait pu venir d'ailleurs. Mon père finissait toujours son histoire en disant que c'était la première fois qu'il réalisait que son fils avait un avenir d'avocat. À table maintenant, Grant a dit que papa racontait l'histoire de travers depuis plus de 20 ans. J'ai dit que la seule partie qu'il se trompait était de faire croire que Grant avait agi seul. C'était moi qui avais eu l'idée de lisser la crème. Ma mère a ri et a dit qu'elle avait vu le creux dès qu'elle avait ouvert le réfrigérateur, mais qu'elle n'avait rien dit. Au dessert, elle avait juste posé le gâteau entier sur la table comme si la surface n'avait jamais été touchée et avait attendu de voir si nous oserions nous regarder. Mon père a levé son verre de vin. C'est bon d'avoir tout le monde à la maison, a-t-il dit. Tout le monde a continué à manger. Les enfants faisaient du bruit. Dana coupait la dinde en plus petits morceaux pour Lucie. Le Riesling a fait un autre tour de table. Après le dessert, Lucie a commencé à se frotter les yeux et Dana l'a portée dans la chambre du fond pour l'allonger. Théo a suivi, traînant un livre en carton et demandant à sa mère une histoire de plus. Dana est revenue quelques minutes plus tard et a commencé à débarrasser les assiettes. Je me suis levé pour aider. La table était à moitié débarrassée quand ma mère a parlé de la cuisine. Elle a mentionné que les travaux électriques avaient été faits et qu'il y avait encore quelques sélections finales à confirmer avant que l'entrepreneur puisse finir.
Puis elle s'est tournée vers Dana. Après ce que Sloan a déjà envoyé, a-t-elle dit, elle couvrira le reste pour que toi et Grant n'ayez rien à laisser tomber du plan original. J'ai regardé ma mère. Puis j'ai regardé Grant. Grant n'a rien dit. J'ai demandé à ma mère de quoi elle parlait. Elle a dit qu'elle pensait que c'était déjà réglé. Que j'avais accepté d'aider Grant. Je lui ai dit que j'avais accepté de donner $4000 et que je les avais envoyés la semaine dernière. Elle a dit qu'elle ne comprenait pas pourquoi je m'arrêterais là si Grant devait encore couper presque tout ce qu'ils avaient prévu. Elle a demandé pourquoi je transformais une simple chose entre frères et sœurs en une négociation sur l'argent au dîner de Thanksgiving. Ce n'est pas moi qui ai amené l'argent à cette table, maman, ai-je dit. Mon père a regardé de l'autre côté de la table et a demandé à Grant quelque chose à propos de la souffleuse à neige, si le bruit avait empiré, d'une voix qui montrait clairement qu'il essayait de dissoudre ce qui se formait dans l'air entre ma mère et moi. Ma mère n'est pas revenue sur ses propos. Elle a pris une petite gorgée de son vin et n'a rien dit. J'étais debout près de la table avec la saucière ébréchée encore dans ma main, quelque chose montant dans ma poitrine que je contenais. Je ne leur ai pas dit qu'il y a quelques jours, j'avais encore eu la chance de faire une offre sur un appartement que je voulais tellement que je me tenais dans son salon vide à mesurer un espace derrière une colonne de béton avec mes yeux. Je n'ai pas dit que les $4000 que j'avais déjà donnés avaient réduit ma marge à presque rien, ou que la raison pour laquelle je n'avais pas signé les documents à temps était que j'avais attendu un appel téléphonique de ma mère qui n'est jamais venu. Je n'ai rien dit de tout cela. Le reste de la soirée s'est déroulé dans une atmosphère lourde et froide. Quand Grant et Dana se préparaient à partir, Dana a trouvé un moment pour me parler près de la porte d'entrée, pendant que Grant portait Théo, déjà endormi sur son épaule, jusqu'à la voiture. Elle a dit qu'elle était reconnaissante pour les $4000. Elle a dit qu'elle savait que ma mère et Grant avaient espéré que je change d'avis, mais qu'elle ne savait pas que ma mère le dirait à table comme si c'était déjà décidé. Grant savait-il qu'elle allait faire ça? Ai-je demandé. Je ne sais pas, a-t-elle dit. Puis elle a dit bonne nuit et est sortie vers la voiture avec Lucie endormie contre sa poitrine. Grant est revenu à l'intérieur pour le sac à langer et m'a trouvé debout près des porte-manteaux dans l'entrée. Je me suis mise devant lui avant qu'il ne puisse se retourner. Pourquoi n'as-tu rien dit? Ai-je demandé. Elle a dit à Dana et à tout le monde à cette table que je couvrais le reste. Tu étais assis juste là. Il est resté silencieux un moment. Il a posé le sac à langer sur le banc. Je savais que tu n'avais jamais accepté 18, a-t-il dit, mais j'espérais que tu pourrais encore changer d'avis. Je lui ai demandé s'il pensait vraiment que je donnerais plus d'argent juste parce que maman l'avait annoncé comme si c'était déjà fait. Je ne sais pas, a-t-il dit. Il ne me regardait pas. Il regardait la rangée de manteaux sur les crochets derrière moi. Je ne voulais juste pas fermer cette porte. Je suis resté là et j'ai laissé la phrase planer entre nous. Puis il a ramassé le sac à langer, a dit bonne nuit et est sorti vers la voiture. À travers la fenêtre latérale, j'ai regardé les feux arrière reculer dans l'allée et tourner dans la rue. Quand ils ont disparu, j'ai verrouillé la porte d'entrée et je suis allé me coucher. Le lendemain matin, avant que mon père ne me conduise à Sawyer pour mon vol de retour à Royal Oak, j'ai envoyé le même message à ma mère, à mon père et à Grant. J'ai écrit que les $4000 étaient tout ce que j'allais prêter. Je n'en enverrai pas plus. Et qu'à partir de maintenant, personne ne devrait dire aux autres que j'avais accepté de donner une somme d'argent si je ne l'avais pas dit moi-même. Personne n'a répondu ce jour-là. Personne n'a répondu le lendemain non plus. Quelques jours après mon retour à Royal Oak, ma mère a appelé. Elle a dit que Grant avait encore une petite fenêtre pour conserver certaines des sélections originales si je changeais d'avis. Je lui ai dit que je n'avais pas changé d'avis. L'appel s'est terminé. Peu de temps après, Grant et Dana ont révisé le plan de rénovation. Ils ont payé les travaux d'électricité et de plomberie qui devaient être faits. Ils ont gardé les armoires qui avaient déjà été commandées. Ils ont choisi un comptoir moins cher, ont réduit l'éclairage et la quincaillerie, ont laissé tomber les ajouts cosmétiques et ont laissé quelques améliorations pour plus tard. L'entrepreneur a poursuivi les travaux. Grant ne m'a pas appelé pour en demander plus. Les appels du dimanche entre ma mère et moi ont continué, mais ils étaient plus courts maintenant. Elle me posait des questions sur le travail, mentionnait quelque chose qui se passait à Marquette, puis disait qu'elle devait y aller. Dans l'un de ses appels, elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Dernièrement, j'ai l'impression de devoir faire attention à tout ce que je te dis, a-t-elle dit.
Je lui ai dit que je ne lui demandais pas d'être prudente. Je lui demandais seulement de ne pas engager mon argent sans ma permission. Elle a dit qu'elle savait que c'était comme ça que je le voyais. Puis elle est passée à autre chose. À l'approche de Noël, les appels sont devenus plus courts. Début décembre, un samedi après-midi, je suis allé en ville pour trouver un cadeau d'anniversaire pour mes parents. Les festivités de Noël de Royal Oak se déroulaient à Centennial Common, et les trottoirs étaient plus fréquentés qu'à l'accoutumée à cette heure de la journée. Des familles passaient, portant des gobelets en papier et de petits sacs de course, et quelque part au-delà des bâtiments, de la musique live flottait par intermittence au-dessus de la circulation. Au bout de la rue, une calèche tirée par des chevaux est passée lentement, pleine d'enfants en bonnet d'hiver. J'ai attendu qu'elle traverse l'intersection, puis j'ai continué sur Washington en direction de Ryan encore. Mes parents approchaient de leurs 40 ans de mariage, 3 jours après Noël, et je voulais quelque chose qui ne ressemble pas à un cadeau de Noël. Je suis passé devant quelques étagères de décoration intérieure et je me suis arrêté devant une paire de verres à vin en verre d'un rouge rubis profond, assez foncé pour ne pas être confondu avec une décoration de Noël. J'en ai pris un et je l'ai tourné sous la lumière du magasin. Le verre était plus lourd que ce à quoi je m'attendais, avec une tige fine et un large bol qui captait la lumière d'une manière qui faisait passer le rouge du grenat à quelque chose de plus proche du noir. Je l'ai reposé à côté de l'autre et j'ai décidé de prendre les deux. J'ai choisi une carte d'anniversaire sur le présentoir près de la caisse. Le vendeur a emballé la boîte dans du papier ivoire et a noué un ruban bordeaux autour du couvercle. Quand je suis ressorti, la lumière avait déjà commencé à baisser. La calèche revenait quelque part à proximité. J'entendais les chevaux. Une famille avec 2 jeunes enfants s'est dépêchée de passer devant moi en direction de Centennial Common. L'un des enfants tenait un sac de biscuits ouvert contre son manteau. J'ai serré un peu plus le sac de course contre moi et je suis rentré chez moi. J'avais prévu d'emporter le cadeau avec moi dans l'avion pour Marquette et de le leur donner au dîner d'anniversaire. Mon billet de DTW à MQT était déjà réservé. Mon père prévoyait de descendre à Sawyer pour me chercher. Comme toujours. Dans l'un de nos appels, il avait mentionné qu'il garderait un œil sur les prévisions à l'approche de la date. Puis, à la mi-décembre, ma mère a appelé. Elle a dit qu'elle comprenait que j'avais donné $4000 à Grant. Ce qu'elle ne comprenait pas, c'était comment je pouvais regarder mon frère devoir couper presque tout ce que lui et Dana avaient prévu pour leur cuisine et garder le reste de mes économies sur un compte pour un appartement que je n'avais même pas encore choisi. Elle ne savait toujours pas pour l'unité de coin que j'avais perdue. Je ne lui ai pas dit. J'ai dit que mes économies avaient un but même sans contrat signé. Elle a dit que le problème n'était plus seulement l'argent. Depuis Thanksgiving, toute la famille tournait autour de cette affaire. Elle ne voulait pas que je prenne l'avion pour rentrer et que tout le monde soit assis dans la même maison pendant des jours, mange le dîner de Noël ensemble et fasse comme si tout allait bien alors que ce n'était pas le cas. Elle voulait que ce soit résolu avant que j'arrive. Je lui ai demandé ce que résolu signifiait. Elle a dit que si j'aidais Grant à finir la cuisine correctement, au moins tout le monde pourrait laisser tomber. Je lui ai dit que je n'en verrais pas plus. Grant avait déjà opté pour un plan réduit. L'entrepreneur terminait les travaux. Je lui ai demandé pourquoi elle continuait à insister alors que la décision avait déjà été prise. Elle a dit que la décision avait été prise parce que j'avais refusé. C'était la raison pour laquelle Grant avait dû choisir comme il l'avait fait. À ce moment-là, la rénovation était presque terminée. L'électricité était finie, les armoires étaient posées, et une partie de ce qui avait été coupé avait déjà dépassé le point où l'on pouvait le commander à nouveau. Elle n'avait pas donné de chiffre cette fois. Elle n'en avait pas besoin. L'argent avait cessé de concerner la cuisine depuis longtemps. Il s'agissait de savoir si je choisirais la famille plutôt que moi-même quand la famille me le demandait. Et le fait que je ne l'ai pas fait était quelque chose qu'elle ne pouvait pas laisser passer. Je comprenais pourquoi elle croyait encore que je pourrais changer d'avis. Pendant des années, j'avais été celle qui résistait un peu puis s'adaptait, prenant les options moins pratiques pour que les choses se passent plus facilement pour tout le monde. Et dans cette situation même, je lui avais dit non un dimanche soir, puis j'avais envoyé $4000 à Grant 2 jours plus tard. Pour ma mère, c'était la preuve la plus solide que mon non n'était pas nécessairement ma réponse finale. Elle m'avait vu céder auparavant. Elle attendait que je cède à nouveau. Elle m'a demandé si je voulais vraiment laisser cela se dresser entre moi et Noël avec ma propre famille. Je lui ai dit que j'avais répondu à la même question plus de fois que je ne pouvais compter.
Elle a dit qu'elle ne voulait pas passer Noël avec cela encore entre nous. Peux-tu accepter ma réponse, maman? Ai-je demandé. Parce que je t'ai donné la même à chaque fois. Elle n'a pas répondu à cela. L'appel s'est terminé 1 minute plus tard. J'y ai pensé tout le reste de cette journée et le lendemain. Puis j'ai ouvert ma réservation. Le billet aller-retour pour les vacances avait coûté plus de $600. C'était un billet en classe économique non remboursable. Si j'annulais avant le départ, la valeur deviendrait un crédit de compagnie aérienne plutôt que de l'argent liquide. J'ai annulé le vol. Le lendemain, je suis allé en ville. Avant de poster le cadeau d'anniversaire, je me suis arrêté et j'ai acheté des cadeaux de Noël pour les enfants. Un lapin en peluche pour Lucie et une excavatrice jouet jaune pour Théo. J'ai emballé les cadeaux des enfants dans une deuxième boîte et j'ai tout posté cet après-midi-là. Ce soir-là, j'ai appelé mon père et je lui ai dit que je ne rentrerai pas à la maison pour Noël. Je lui ai souhaité un joyeux Noël et un joyeux anniversaire et je lui ai dit que le cadeau était en route. Il est resté silencieux pendant un long moment. Puis il a dit qu'il comprenait et que je lui manquerais. Environ 20 minutes après que nous ayons raccroché, mon téléphone a vibré. C'était un message de sa part. Ta mère et moi nous sommes mariés le 28 parce que tout le monde était déjà à la maison pour Noël. Je me souviens avoir pensé que c'était la seule semaine de l'année où nous n'aurions pas à travailler très dur pour réunir tout le monde au même endroit. Un deuxième message est arrivé 1 minute plus tard. Je suppose que j'ai pensé à ça ce soir. Je comprends pourquoi tu ne viens pas. Je ne te demande pas de changer d'avis. Je regrette juste que tu ne sois pas là. J'ai lu les 2 messages 2 fois. Puis j'ai répondu. J'aimerais pouvoir être là aussi, papa. Ce serait le premier Noël que j'aurais choisi de ne pas rentrer à la maison, et parce que je n'y allais pas, je manquerais aussi le dîner pour le 40e anniversaire de mes parents. Dans les jours précédant Noël, j'ai vérifié plusieurs fois la disponibilité des vols depuis DTW. Les options restantes étaient plus chères que le billet que j'avais déjà annulé. J'ai fermé la page. Je n'ai pas réservé à nouveau. Le matin de Noël, mon père m'a envoyé un texto pour me dire que je lui manquais et qu'il espérait que je passais une journée tranquille. Je lui ai dit qu'il me manquait aussi. Grant a posté une photo dans le groupe de discussion familiale. Théo et Lucie devant le sapin de Noël. Lucie tenant le lapin en peluche que je lui avais envoyé, et Théo serrant l'excavatrice jaune dans une main, surpris en plein rire. Le bord du bras de Dana était visible sur le côté gauche du cadre. J'ai aimé la photo avec un cœur. Ma mère n'a pas appelé. Noël est passé. 3 nuits plus tard, le dîner du 40e anniversaire de mes parents a eu lieu à Marquette sans moi. Mon père a posté une photo de la table dans le groupe de discussion familiale. Les verres à vin rubis étaient dans le cadre, captant la lumière de la même manière que sous la lampe du magasin chez Ryan encore. Derrière eux, la neige chassée par le vent avait transformé les fenêtres sombres en un flou blanc. Il a écrit que les verres étaient magnifiques et que j'avais bon œil. J'ai répondu en leur souhaitant un joyeux anniversaire. Ma mère n'a pas répondu. Ma mère n'a pas appelé le premier dimanche après Noël. Le dimanche suivant, rien. Le dimanche d'après, rien non plus. J'ai ouvert ma conversation avec elle plusieurs fois. J'ai tapé une phrase ou 2 à chaque fois, puis je les ai supprimées. Grant et Dana ont terminé la cuisine selon le plan réduit. Au printemps, Grant m'a envoyé $380. Son message disait que c'était le premier paiement et qu'il savait que ce n'était pas beaucoup. Mon père a gardé le contact. Il appelait toutes les quelques semaines, me posait des questions sur le travail, envoyait parfois un texto à propos de quelque chose de mineur qui se passait à Marquette. 1 ou 2 fois, il m'a demandé si j'avais vu de nouveaux appartements. En juin, pour l'anniversaire de ma mère, j'ai envoyé une carte comme je l'avais toujours fait. J'ai appelé une fois. C'est tombé sur la messagerie vocale. J'ai laissé un court message lui souhaitant un joyeux anniversaire. Dana a posté une photo de la famille dans le groupe de discussion avec un message d'anniversaire. Ma mère a remercié tout le monde et nous a tous identifiés. Grant a envoyé quelques autres paiements au fil des mois. À la fin de l'été, le total approchait les $2000. Il y avait eu d'autres annonces, d'autres visites. Rien n'avait abouti. Ma mère n'avait toujours pas appelé. Je n'avais toujours pas acheté d'appartement. Un samedi matin de fin octobre,
Je suis allé au marché fermier de Royal Oak comme je le faisais la plupart des week-ends quand le temps le permettait. J'ai acheté des œufs, des pommes et une botte de carottes. J'ai ramené le sac à mon appartement et j'ai ouvert le réfrigérateur. J'ai dû déplacer quelque chose sur le côté pour faire de la place. J'ai rangé les dernières courses, j'ai fermé le réfrigérateur et j'ai commencé mon week-end. Demain était dimanche. Mon téléphone était posé sur le comptoir où il était toujours. Je ne savais pas encore s'il sonnerait. Cette histoire est entièrement fictive et destinée uniquement à des fins de divertissement et d'éducation.